Bonsoir, messieurs et dames, vous êtes sur votre émission culturelle, je vous en remercie. Deux éminences grises africaines avaient dit chacun en son temps. L'humanité ne se fera pas par l'effacement des uns au profit des autres. Ainsi parlait Cheikh Anta Diop. Et si un jeune aux cheveux grisonnants lui disait, ou plutôt lui rétorquait aujourd'hui, la globalisation se fait par l'effacement de l'Afrique au profit des autres. Et il aurait eu bien pour soutien l'autre sage qui écrivait en son temps « À quand l'Afrique ?» Bien énigmatique, n'est-ce pas, comme question. Question difficile à répondre. Alors nous osons lui dire, c'est-à-dire à ce sage, demain l'Afrique à condition que, bien sûr à condition que l'Afrique puisse se regarder en face et se dire, je suis malade, mais je veux guérir et je peux guérir. En tout cas, c'est le message que nous rapporte ce soir notre invité de ce jour. Je vous invite à l'écouter. C'est essentiel son discours. Merci donc de garder vos positions d'écoute. Lueur sur un visage. Alors, bonjour Monsieur Sénégan. Bonjour Monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus sur cette émission de Culture M. Merci. Et toujours très content de vous recevoir parce que, comme dirait l'autre, vous n'avez pas votre langue en poche, si on peut ainsi dire. Vous ne faites pas la langue du bois. Bon, mais je vous en remercie. Alors, vous êtes sur l'émission Culturelle, ce n'est pas pour la première fois, et les téléspectateurs vous connaissent certainement, mais le rituel veut que l'on se présente. Et je me dois de vous demander donc d'essayer de vous présenter une fois encore aux téléspectateurs. Bien, merci monsieur le journaliste, merci pour ces opportunités que vous me donnez. Cette fois-ci, je serai très complet dans ma présentation parce que quelquefois votre vie est un modèle pour certains qui peuvent peut-être s'en servir pour aller plus loin. Je suis Emmanuel Sénégan, je suis de Dassa-Zoumé. J'ai fréquenté ici au Bénin. Je vais vous dire que quand j'étais en classe de CM2, j'ai redoublé le CM2. J'ai failli même être le dernier s'il n'y avait pas eu Roufaï dans la classe. Donc je n'ai jamais été dernier, mais j'étais avant le dernier. Et je dis tout ceci pour encourager des gens, pour dire, quel que soit le niveau où vous êtes, quand vous vous réveillez, vous pouvez aller très loin. Aujourd'hui, j'ai 2 doctorats, un doctorat en économie, un doctorat en théologie. J'ai 2 masters, un master en planification industrielle que j'ai eu en Russie et un master en mathématiques que j'ai eu aux États-Unis. J'ai encore d'autres diplômes en subsidiaire. Je suis aussi pasteur. Bon, en fait... c'est-à-dire vous êtes dans le papier, si on peut ainsi dire, à tout instant, c'est ça? Bon, non, je m'amuse beaucoup. Mais dans les papiers, en parlant, je m'amuse utilement. Ouais, bon, je voudrais dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de relever le défi, parce que, bon, disons, avant-dernier de votre classe, c'est fini, vous avez pris un goût, je dirais presque fanatique pour les études, pour le papier. Non, même encore en terminale, j'ai doublé la terminale à cause de ma passion pour le jeu à 10, pelote et puis jeu de dames.
Mais c'est un temps où la passion, aujourd'hui, c'est toute autre passion que j'ai. Il faut substituer une passion à une autre. Voilà. Et c'est cela, quand on est déterminé, les potentialités existent, on peut aller loin. Aujourd'hui, je suis le directeur de la promotion industrielle au Bénin. Voilà. Aux États-Unis, j'ai fait 9 ans, mais des 9 dernières années, j'ai démissionné de mon poste de professeur d'économie et de mathématiques. J'ai refusé la nationalité américaine et suis venu pour servir mon pays. Et je ne m'en plains pas parce qu'aujourd'hui, j'interviens dans au moins 8 universités de la place, y compris l'INE et autres, où je suis très passionné à investir dans la jeunesse, c'est-à-dire dans la relève, le peu que j'ai vu dans le monde entier, parce qu'aucun livre, aucun film ne peut remplacer un voyage. Et vous avez vécu, vous avez vu, et vous rapportez à votre peuple, à la jeunesse. C'est cela aujourd'hui ma passion. Et c'est pour cela donc aussi que vous vous donnez beaucoup à l'écriture ces derniers temps, depuis que vous êtes revenu au pays, malgré vos fonctions, vous écrivez beaucoup. Ouais, il faut dire que les samedis et les dimanches, ça fait partie de ma passion. Je passe là un peu en retraite quelquefois pour mieux réfléchir, parce que quand tu parles à des gens ou bien quand tu fais des conférences et les gens te disent mais est-ce que tu as le livre, d'autres n'ont pas assisté et veulent qu'il y ait quand même des documents qui puissent relancer le débat. Bon, donc pratiquement je me dis que il faut écrire, autant qu'on... Mais c'est vrai que ça ne nourrit pas son homme au Bénin. Je suis l'auteur de actuellement 3 livres. Le premier, c'est 7 générations Veracruz sur les nuées. Le deuxième, c'est lancé le 20 décembre passé. Géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale. C'est ça qui nous réunit ce soir même. Défi africain, mondialisation. Et le 17 décembre de mon anniversaire, 3 semaines après le lancement de Géopolitique, j'ai lancé les 7 escaliers dans la croissance spirituelle, sociale et financière. Je suis aussi l'auteur d'un film documentaire, de bout en bout, fait par moi-même, sans avoir jamais fait une école de film, intitulé Emmanuel de Bethléem à Jérusalem, où vous verrez mon interview avec Arafat à Bethléem en décembre 99. Ah, mais c'est passé aussi sur Culturel. Sa femme, mais on n'a pas eu... Vous verrez la tombe de Jésus Nazareth et les lieux bibliques. Voilà. Bien, et merci pour cette présentation. Alors voilà, le titre donc de votre livre qui nous réunit ce soir, le livre de Dr Emmanuel Séléan, c'est Géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale. Alors, défi africain et mondialisation. C'est un livre édité, je crois, chez nous en Afrique, au Bénin. Oui, au Bénin. C'est assez bien fait. Alors, déjà, je vais vous demander juste quelques 3 phrases sur le titre. Géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale. Oui. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Bon, il faut comprendre que d'abord, la géopolitique est la science humaine qui étudie la fabrication des espaces par la puissance. Ça peut être la puissance politique, économique, militaire, culturelle, etc. La fabrication des espaces. Et la géostratégie est l'étude des intérêts des États et des acteurs politiques. Dans l'espace surtout international. L'étude de l'intérêt des États. Des États et en même temps des acteurs politiques. Voilà. Vous voyez, c'est l'intérêt qui guide le monde, c'est ce qu'il faut comprendre. Tout ce que l'on fait est guidé par l'intérêt. Et je veux dire, par exemple, que Yahya Boni est élu pour défendre les intérêts du Bénin, Sarkozy pour les intérêts de la France, Obama les intérêts des États-Unis. Oui. Mais qu'un président se trompe pour penser que le développement de son pays, il va prendre les instructions chez un autre pays, et il se trompe. Vous voyez, chacun défend ses intérêts parce que De Gaulle l'avait dit, les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Voilà. Et c'est ça qui fait surtout le problème capital qu'on n'a pas encore compris jusqu'à aujourd'hui, que tendre la main vers l'extérieur pour venir résoudre les problèmes de l'intérieur, ce n'est pas la voie du développement. Ce n'est pas la voie du développement. Ça peut être la voie de... Quelqu'un disait qu'on ne développe pas un peuple, mais le peuple on se développe. Oui. Mais voilà. Et alors, je dirais que, je ne sais pas, mais déjà que dès les premières lignes, je crois que le ton est donné, et ça c'est même le préfacé qu'il a écrit, et qui dit ceci: il faut croire que le souci de la vérité dispense de prendre des gants. Et là, vous n'avez pas du tout voulu prendre des gants. Non. Vous êtes un homme révolté, un homme déçu Je puisse vous dire que ce livre, c'est Géopolitique, Géostratégie, est mon dernier combat pour l'Afrique sur le plan politique et économique. Voilà. Je ne crois plus écrire un livre. Je peux en faire des conférences autour. J'ai tout dit, j'ai vidé
Ce que vous avez eu moi envie de dans dire, ceci. voilà. Et ceci, je ferai beaucoup plus sur le plan spirituel désormais que sur le plan politique Voilà, et économique. voilà. Et c'est pourquoi je n'ai pas porté de gants. J'ai été cru et je défie quiconque de m'apporter la moindre contradiction sur toutes les positions que j'ai prises. Et ici. vous ne portez pas de gants, vous le dites. Alors, l'Afrique est à la croisée des chemins. Alors, ça là, je crois que tout le monde le sait. Et je le disais tantôt dans mon introduction. Quelqu'un avait dit, pour ne pas le citer, que l'humanité ne se fera pas par l'effacement des uns au profit des autres, tout ça. Mais quand on regarde aujourd'hui, et je crois que c'est tout ce que vous avez démontré dans ce livre, est-ce que l'Afrique existe? L'Afrique, oui. Sans l'Afrique, il n'y a pas le monde. Mais les Africains doivent prendre conscience de ce que je viens de dire. Sans l'Afrique, il n'y a pas les États-Unis. Il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Union européenne. C'est en fait l'Afrique qui finance le développement de l'Occident et non pas l'inverse, tel qu'on tente de nous faire croire cela. Et nous croyons bêtement. Et on pense que la solution doit venir de là-bas. Et j'ai pu vous dire ceci. Regardez ce map-là, cette carte. Et vous pouvez zoomer sur cela. Vous verrez l'Afrique, la superficie de l'Inde, de l'Argentine, des États-Unis, de l'Union européenne, du Mexique, de la Chine, de tous ces pays réunis, je dis bien de l'Union européenne, je parle de la France, toutes ces superficies réunies cadrent exactement 30,3 millions de kilomètres carrés, ce qui équivaut exactement à la superficie de l'Afrique. Mais les populations divergent, c'est environ 3,2 milliards d'habitants pour tous ces pays réunis, et pour l'Afrique, 1 milliard. Lorsque l'on prend le Congo à lui seul, le Congo, excusez-moi, quand je parle du Congo, ici c'est le Congo Kinshasa, le Congo RDA d'aujourd'hui, en superficie, le Congo fait 80 fois la Belgique et 8 fois la France. Le fleuve Congo à lui seul, je ne parle pas de Adjalala, Akosombo et autres, suffirait pour électrifier toute l'Afrique. Le Congo est appelé scandale géologique. L'Afrique même. Regardez l'uranium avec laquelle on fabrique la bombe ou bien on fabrique l'énergie. On l'a chez nous et à notre frontière au Niger. Mais tout ça, ce sont des vérités connues. Des vérités connues. Alors, qu'est-ce qui se passe donc pour que nous n'hésitions vraiment pas sur le plan du commerce international? Notre poids est infiniment minime. Nous sommes même négligeables, si on peut ainsi dire. 2% du commerce. C'est que le monde, je veux dire, de la conférence de Berlin à la conférence de Bandung, j'en ai parlé dans ce livre. Il faut revisiter l'histoire de la conférence de Berlin. Vous l'avez très bien fait, et ça, pour peut-être les jeunes, il faut savoir que tout ce qui s'est passé à Berlin, et puis ce qui est comme réplique à Bandung pour que les pays se mettent ensemble, tout ça, c'était des actions en vue de contrecarrer, disons, un mouvement donné. Mais, en dépit de tout ça. Mais en dépit de tout cela, je vais donner un exemple palpable. Il a fallu que Bongo meure, Bongo le père meurt, pour que France Inter, ceux qui l'ont écouté, disent qu'il était un espion de la France, qu'il émargeait au service secret français. Et regardez comment Bongo est mort pour avoir servi la France. Il n'est pas mort en France, il est mort en Espagne, mal récompensé. Moi, je ne détiens pas de telles informations. Mais je dis c'est France Inter, c'est dit, tout le monde l'a dit là-dessus, que Bongo était... Comment peut-on défendre les intérêts du Gabon avec un espion français? Le tout doit partir d'abord du leadership. Et croyez-moi, il y a eu de vrais leaderships qui en ont payé par le prix de leur sang. Quand on prend Lumumba, excusez que je le cite, il dit ceci: ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de mourir dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Vous avez vu quelle a été sa fin avec les services secrets, que ce soit américains, français, comme Blaise, tout ça, qui l'ont assassiné. Aujourd'hui encore, l'Afrique a besoin de ces gens-là. Et Mandela, lui, il dira, lui, il est encore vivant: There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us
we'll have to walk through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountain top of our desire. Nulle part au monde, il n'y a de voie facile vers l'indépendance. Et beaucoup d'entre nous auront à marcher dans la vallée de l'homme de la mort, encore et encore, avant que nous n'atteignions le sommet de la montagne de nos désirs. Le développement ne sera pas facile. Je dis, il y a de l'espoir pour l'Afrique. Et là où il y a l'espoir, c'est quoi? L'Afrique ressemble étrangement à cet homme riche, le plus riche de son temps. De notre temps aujourd'hui, le plus riche, c'est un Mexicain. Le plus riche de son temps qui a voyagé pour des décennies. Il est revenu. Il a laissé portes et fenêtres ouvertes. Il est revenu. Il reste encore le plus riche de son temps. C'est l'Afrique que je viens de décrire. Ça veut dire que tant que Dieu nous donnera le soleil, la pluie, et que les ressources restent encore intactes, nous sommes les plus riches en termes de ressources, il y a de l'espoir. Il manque seulement de leadership. Il manque seulement de prise de conscience. Et si vous voulez, quelque chose que je n'ai pas dit dans ce livre, je n'ai pas parlé du Bénin spécifiquement dans ce livre, je vais illustrer cette situation par le Bénin, pour mieux comprendre comment l'Afrique peut aller. Au Bénin aujourd'hui, quel que soit celui qui sera élu en 2011, j'ai pitié de lui. Qui qu'il soit, il pourrait peut-être faire de la croissance, mais pas le développement. Il pourrait être peut-être meilleur qu'un médecin antérieur, mais le cadavre va mourir. Excusez-moi le terme. Ça veut dire le malade doit mourir. Pourquoi je le dis? Il faut oser prendre en compte les réalités du terrain. Je vais parler de bien et donner une illustration de la Russie. Ça me brûle de vous le dire. Je le dis parce que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de système. Lorsque tu vas arriver, de ta bonne foi, de ta bonne volonté, de ta culture, de tous tes réseaux, tu viens comme président en 2011, quand tu auras un parlement où des gens vont utiliser ton nom pour après te vendre leur voix pour voter tes lois, où eux-mêmes, les députés, disent l'argent a circulé. Ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont devenus des marchandises qu'on peut acheter et vendre. Quand tu vas venir voir un parlement de ce genre-là, tu ne pourras, même si Jésus-Christ revenait, on va le lapider, le sacrifier une deuxième fois. Dans ce système, je dis bien. Quand tu vas avoir un peuple à 80% analphabète, qui va te dire, Hello, je crois que tu es de Savalo. Tu vas à Savalo. On dit, mais cet homme, il est brillant, tu as dit des choses intéressantes. Mais quand un autre qui n'a jamais visité ton village va arriver avec de l'argent, va voir le chef de village, qui, avec des sacs de riz, de sel, un peu de Coca-Cola, il va rassembler tout le village et on va dire, mais Éloge, quand tu vas repartir, on va dire, mais Éloge, tu parles bien, mais comment tu es venu? Voilà, je parle de décideurs. Je parle d'un peuple qui est comme ça. Tu viens dans ce tel contexte où la terre est vierge de l'est à l'ouest, du nord au sud. Mais quand tu vas aller pour prendre un espace pour cultiver, tu vas trouver 10 propriétaires. Et tu vas trouver une justice, tu vas trouver des avocats, tu vas trouver des juges pour dire la loi dans le sens contraire. Et peut-être après 10 ans. Et pendant que toi tu traitais, tu voulais valoriser ce terrain, quelqu'un est venu pour dire le ciment coûtait peut-être 30 000. Aujourd'hui c'est à 90 000. Tu comprends ce que je dis? Alors, mais voilà, mais telle est la situation, c'est l'état des lieux. Je crois que c'est une situation assez dramatique, assez catastrophique, que tout le monde connaît. Et vous en parlez très bien. C'est pourquoi je disais que votre livre, c'est un langage de vérité. Vous n'avez pas fait du tout de la diplomatie, de la politique politicienne. Vous avez voulu dire la vérité, disons, à vos frères. Mais la situation est comme ça. Actuellement, on parle du cinquantenaire des indépendances. D'accord. Alors, 50 ans après, mais on n'est plus qu'adulte, on n'est plus jeune adulte, mais comme je l'ai dit, on a déjà cheveux grisonnants, un peu comme moi, n'est-ce pas? Alors, l'Afrique, déjà à 50 ans, quand est-ce qu'elle sera consciente? Quand est-ce qu'elle sera responsable? Maintenant, je veux répondre à votre question en parlant à la relève, c'est-à-dire la jeunesse. Parce que vous dites qu'il y a de l'espoir. Mais tout porte à croire que nous allons vers le mur, et vous dites quand même qu'il y a de l'espoir. Parfois même il y a des catastrophes utiles et bénéfiques pour des peuples. Mm-hmm. Et parfois il faut arriver à la catastrophe pour reprendre à zéro. Et je vais donner l'exemple de la Russie. Mm-hmm. Le Bénin d'aujourd'hui est une superpuissance comparée à la Russie de 1917. Le Bénin d'aujourd'hui est une superpuissance comparée à la Russie de 1917, qui était dans la Première Guerre mondiale, qui avait la famine. Les gens mouraient de soif, de faim. Il y avait même la guerre civile. Il n'y a pas ça au Bénin. C'était encore une Russie agraire, non pas industrielle. Le Bénin d'aujourd'hui est une superpuissance. Or, comment peut-on partir de cette Russie
de 1917 et à 1927, bâtir une superpuissance qui challenge les États-Unis d'Amérique. C'est pas le travail. Dans 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des modèles dans le monde. On ne peut pas, par cette voie de démocratie ou bien de libéralisme, bâtir le Bénin. Il faut une transition d'abord. Il faut une transition. Et je dis que si le Niger réussit bien sa transition, en remettant en cause les accords avec Areva, en sanctionnant tous les dirigeants qui ont dirigé ou mal géré les ressources, et en décourageant le pouvoir de l'argent dans les élections, et se retire. Et quiconque oserait mettre l'argent en balance dans la corruption, si même il a gagné les élections, on l'invalide et c'est le numéro 2 qui aurait gagné s'il n'a pas utilisé ces méthodes, et il se retire. Le Niger, dans 10 ans, sera méconnaissable. Juste une question assez rapide pour que nous parlons d'un problème qui me tient vraiment à cœur. Pardon. Et alors, vous avez parlé tantôt de la Russie. On sait qu'elle n'était pas la plus démocratique en ce moment-là. Vous aurez souhaité une transition, disons, moins démocratique, pour ne pas dire autoritaire pour le Bénin, c'est vous qui pensez que la démocratie, c'est ça qu'on fait au Bénin, là. Aller aux urnes, aller acheter les voix des gens et leur dire de voter pour quelqu'un. C'est ça, c'est la démocratie. Est-ce qu'une mauvaise démocratie ne vaut pas mieux qu'une dictature quand même? Il y a des dictatures salutaires. Il faut forcer le développement. Il faut nationaliser les terres. Je dis tant que l'État n'a pas le monopole des terres, aujourd'hui... Il n'y a pas de dictature aux États-Unis, pourtant c'est la superpuissance. Je vous dis ceci. Oui. Les États-Unis d'Amérique, oui, que vous avez là, oui, aujourd'hui, oui, s'il n'y a pas eu de dictature, oui, il n'y a pas eu de libéralisme. Il faut comprendre les choses. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des États-Unis, on dit libéralisme quand ça arrange les gens. Vous voyez? Mais vous avez mis, on a mis dans notre constitution, enfin, pardon, la conférence, il y a 20 ans là, et que le libéralisme est le mot d'ordre. Or, aujourd'hui, regardez, avec la crise économique internationale, les gens se démarquent de ce libéralisme et l'État arrive à injecter de l'argent. Pourtant, qu'on vous dit, ouvrez vos frontières. Donc, en un mot, le libéralisme, pour vous, ne pourrait pas arriver à sortir notre continent de son état. Bon, on va faire juste une petite pause et y revenir dans quelques minutes, une petite pause musicale. Et puis, vous, parce que là, je vais vous obliger en ce moment-là à répondre quand même à cette question concernant la monnaie. Parce que quand j'y réfléchis, je me dis, mais une monnaie, d'accord, mais quel serait son poids dans le monde? Délice culturel. Alors, revenons donc sur ce plateau pour poser une des questions majeures que Dr Sénégan s'est posée ici, ou bien il s'est dit qu'on devra se libérer, disons, du dictat du CFA. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais dire que le franc CFA nous a servi, et dans la sous-région. Et pourquoi est-ce qu'il faut le laisser? Laissez-moi gérer la parole maintenant. Là, nous n'avons que 5 minutes pour terminer. Déjà? Je ne vais pas parler de l'essentiel. Bon, j'ai 30 secondes du CFA. Bon. Le franc CFA, oui, aujourd'hui, que le Bénin et certains pays francophones gèrent, comparer le franc CFA, l'économie du Bénin, oui, à l'économie du Nigeria qui a le Naira, à l'économie du Ghana qui a le Cedi, et aux Malgaches qui ont le franc malgache, oui, et aux Comoriens, etc. Est-ce que le Bénin se porte mieux parce que le Bénin a le franc CFA comparé à ces autres pays? Vous voyez ce que je dis là, non? Donc, le franc CFA rattaché à la métropole, on n'est pas obligé. Alors, et si on le prenait à la métropole? C'est-à-dire ça devient notre chose qu'on gère nous-mêmes chez nous. Mais parce qu'il y a aussi cette tendance-là, il y a ceux qui réclament que désormais que le franc CFA soit géré en Afrique. Mais c'est justement le problème capital. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on dit le franc CFA, 65% des exportations, oui, du Bénin, ou bien des pays qui sont membres de ce club-là, 65% de leur exportation, oui, est retirée
est géré par la France. Parce qu'il y a des accords. Et écoutez bien le mécanisme. 65%. Maintenant, ces 65%, imaginez-vous un instant que ces 65% soient restés dans ces États. Ces États les auraient mis dans des banques. Vous voyez, comme la BOAD, la Banque africaine des fonds, ils échètent de l'argent dans des circuits qui peuvent leur donner plus de taux d'intérêt que ce que la France pourrait leur donner. Et cela date de très longtemps. En fait, ce n'est pas, c'est l'argent de l'Afrique. Allez-y demander. Personne ne connaît aujourd'hui quel est le stock de ces 65% gérés par la France. Et la France a mis ces 65% parce qu'on dit, au cas où l'Afrique ne pourra pas payer les gens qui sont hors de la zone, la France va se porter garante. Oui, parce que l'enfant... Mais je vous dis que ça n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé qu'un État ne puisse pas payer et puis ce soit la France qui paye. Donc c'est pour cette raison qu'il faut... Et puis, je vais vous dire, non, il y a aussi la dévaluation. Quand votre monnaie est rattachée à quelqu'un d'autre, on dévalue. L'argent, en 1994, il y a eu une dévaluation au point où, vous voyez, ceux qui savaient, que je dis que ça nourrit la classe politique africaine et occidentale, ils ont exporté, à la veille, ils ont exporté l'argent. Après la dévaluation, c'est devenu 100% plus. Ils ont ramené. Alors, s'il vous plaît, docteur Sélégan, comme vous l'avez dit, vous avez abordé tellement de choses qu'on ne peut pas en parler au cours d'une seule émission. Peut-être qu'on va y revenir encore un peu tout à l'heure. Mais vous critiquez encore le projet NEPAD. Alors qu'est-ce qui est donc bon pour vous? Non, vous voyez, c'est là qu'il faut aller dans le livre et comprendre. Pourquoi est-ce que je critique le NEPAD? Avant le NEPAD, il y a eu ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos en 1980. C'est le premier projet commun aux États africains, à Abuja. Et ce projet, pourquoi est-ce que ce projet n'a pas réussi? Et en 2000, 20 ans après, on n'a pas fait une évaluation, on remplace ça par le NEPAD. Il faut comprendre le mécanisme. Parce qu'en fait, c'était un très bon projet, le plan d'action de Lagos. Mais qu'est-ce qui a fait son échec? Dès que les Occidentaux ont vu que c'est un très bon projet pour l'Afrique, ils disent, mais si on laisse ces gens-là, ils vont nous atteindre et nous dépasser. Il y a eu un rapport Berg. Un monsieur s'appelle Berg, c'est un Américain qui travaille pour les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale. Ils ont été concoctés un plan contradictoire pour pouvoir toujours, parce que le plan d'action de Lagos voulait un développement endogène. Mais eux, ils voulaient toujours que ce soit un développement basé sur je ne vous coupe pas, mais on sera obligé de nous couper. Nous allons revenir dans une autre émission sur cet aspect de la chose. Mais juste rapidement, alors vous parlez quand même d'espoir. Ce serait en 2 mots. Sur quoi on peut fonder notre espoir aujourd'hui en Afrique? Oui. Je vais d'abord dire qu'effectivement, le NEPAD ne pourra pas développer l'Afrique parce que c'est un instrument de mendicité. Et il faut rompre avec cela. L'espoir de l'Afrique. Oui. Il faut que je parle aujourd'hui des défis auxquels le monde est confronté. On va en parler dans une autre émission. Dans une autre émission, oui. L'espoir demeure au point que nous avons encore suffisamment, toutes ces ressources restent encore intactes. Oui. Il faut une prise de conscience collective. Il faut changer de paradigme. Il faut oser dire que on ne doit plus être nécessairement à un libéralisme pour libéralisme, mais à un libéralisme très très réfléchi, et il faut penser aussi à la gestion de nos ressources internes. Merci docteur Sélégan. Donc il faut donc bien gérer, et c'est ce que je cherchais. Vous l'avez bien terminé, à condition que l'Afrique se regarde en face. J'ai dit je suis malade, mais je veux guérir, je peux guérir. Et là le docteur vient de donner les remèdes appropriés. Merci au docteur Sélégan en votre nom. Vous qui êtes resté là donc jusqu'au bout de cette émission, je vous dis aussi merci. Je vous invite vraiment à aller lire ce livre qui peut vous troubler, ça il faut vous le dire. C'est un livre qui peut troubler beaucoup de gens, mais parce que ça contient des vérités assez crues. C'est dans toutes les postes du Bénin. Ok, voilà. On peut donc trouver ça aussi facilement sur tout le territoire national. Alors, je vous remercie donc d'être resté là jusqu'à la fin donc, de cette émission. Et je vous dis bonsoir chez vous, bonsoir autour de vous, paix à vous, paix autour de vous, et puis à très bientôt pour une autre émission.